Et je voudrais, messieurs, que nous revenions sur ces derniers éléments communiqués par Scotland Yard. Donc ce soir, Dominique, évidemment, le mode opératoire laissait penser qu'il pouvait s'agir d'un extrémiste islamiste. C'est donc la piste privilégiée, selon les mots ce soir de ce responsable des autorités britanniques. Oui, piste privilégiée parce que tout un tas d'éléments qui font penser à cette piste-là, un véhicule dans la foule de façon délibérée, un lieu symbolique, le Parlement, une attaque au couteau, une cible symbolique pour cette attaque au couteau, un policier, et tout ça mis bout à bout laisse penser ou autorise en tout cas le chef de la police Scotland Yard ou le porte-parole de parler comme il a parlé ce soir. Il y a un autre mot, vous l'avez prononcé et relevé, c'est une attaque probable. D'autres attaques sont probables. Ouais. C'est pas d'autres attaques possibles, c'est probable, donc ça va se passer, ça va arriver. Les Anglais les attendent, comme on les attend en France et partout, dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui. Oui, Dominique Trinquant. Oui, l'interdiction qui a été prononcée hier ou avant-hier de transport des ordinateurs dans les avions. Une tablette tactile, oui. Et probablement un niveau d'alerte. C'est-à-dire qu'il y a sur le réseau, j'allais dire, des menaces, et donc un certain nombre de mesures sont prises, et celle-là est probablement une des mesures qui a été prise dans la prévision d'autres attaques. Alors après, une attaque avec une voiture, c'est une chose, mais on ne sait jamais. On sait qu'il y a des menaces d'attaque. Maintenant, on n'identifie pas forcément précisément l'attaque qui va venir. Ulysse Gosset. Oui, il y a eu quand même quelques informations importantes qui nous ont été données ce soir. D'abord, on sait que le policier qui s'appelle Keith Palmer, qui a été tué, avait 48 ans, il est père de famille, et c'était un policier non armé. Ouais. Alors qu'on a entendu des coups de feu, c'est important de le rappeler, et ça nous rappelle que la plupart des policiers britanniques, les bobbies, les fameux bobbies, ne sont pas armés, même si depuis les attentats de 2005, les autorités ont progressivement décidé de donner des armes à un certain nombre de policiers, mais la majorité n'en ont pas. La deuxième chose qui est importante, c'est que l'assaillant a été identifié par les autorités. Ils savent qui c'est, mais ils pensent que ce n'est pas le moment de donner le nom. Ils demandent à la presse de ne pas le mentionner pour ne pas gêner l'enquête et pour savoir s'il avait des complices. L'enquête se poursuit. Mais effectivement, le commandant Rowley a quand même de façon très claire dit que ce terroriste était inspiré, je cite, par le terrorisme international et qu'il était inspiré également par ce qu'il a appelé l'extrémisme islamiste. Donc on a vraiment aujourd'hui, ce soir, alors qu'il est, une piste extrêmement sérieuse sur les motivations de l'attaquant et sur la façon dont les policiers londoniens ont réagi. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que au-delà des 5 victimes maintenant confirmées, dont l'attaquant, il y a aussi toujours 40 blessés de plusieurs nationalités. Alors on sait qu'il y a des Français, mais il y a d'autres pays qui sont touchés par ce drame. Confirmation une nouvelle fois, Bernard Tellier, ce soir, de l'uniformisation de ce terrorisme et des modes opératoires de ces hommes. Oui, en fin de compte, tout est scénarisé, hein, de l'attaque jusqu'à leur mort, tout est scénarisé. Nous, ça nous choque, on se dit, mais pourtant, ils savent qu'ils vont mourir, mais ils le savent et ils le veulent, c'est leur destin, ils veulent. Et tout est scénarisé pour que... Pour se faire de la communication. Leur communication, c'est se faire de la pub pour leur dire, voilà, on peut vous frapper quand on veut et où on veut. Voilà. Et donc, nous, ça nous choque, hein, parce que nous, on se bat pour vivre, eux, ils se battent pour mourir, et ça nous choque énormément. Dominique Trinquant, évidemment, ce qui marque ce soir également ce que disait Ulysse Gosset, c'est que un de ces policiers n'est pas armé, celui qui est mort sous le coup du terroriste. Oui, alors l'armement des policiers en Grande-Bretagne est un problème philosophique depuis très très longtemps. Les Britanniques sont persuadés que leurs policiers non armés sont moins en danger que s'ils sont armés. C'est un discours depuis des années, que j'ai entendu depuis des années en Grande-Bretagne. Et là, on voit bien dans la menace terroriste, ceux qui assurent la garde, donc assurant la garde, ils doivent pouvoir défendre le Parlement contre une attaque. Mais il y en a qui sont armés et d'autres pas armés. Donc ça nous paraît assez étrange comme situation. Je rappelle que la police britannique a une vieille tradition de traitement très pacifique. Ce que nous avons comme CRS et gardes mobiles n'existait pas en Grande-Bretagne il y a 20 ans. Ça n'existait absolument pas. Lorsqu'il y avait des manifestations, les bobbies se tenaient par le coude comme ça et avançaient comme ça. Il y avait aucune protection, rien du tout. Donc on voit qu'on est dans une position un peu difficile au moment où des gens n'hésitent pas à tuer avec des armes disponibles par tout le monde. Les policiers, eux,
certains policiers, et un grand nombre de policiers en Angleterre, n'ont pas d'armes pour défendre les citoyens. Alors c'est le paradoxe inverse, c'est aux États-Unis, tous les citoyens ou presque ont des armes pour pouvoir se défendre. Donc on est dans une situation très compliquée face à la menace que nous vivons actuellement. Avec des questions qui se posent également en France, Bernard Tellier, sur le niveau d'utilisation du feu pour les membres des forces de l'ordre également, avec l'armement de membres de personnel de sécurité privé qui se développe. Actuellement, je pense que ça serait bien de développer tout ça et puis de mettre tout le monde sur le même piédestal. C'est-à-dire que la gendarmerie a un pouvoir de feu plus important que la police. La police ne peut tirer que en légitime défense. Les agents de sécurité spécialisés devraient aussi peut-être maintenant avoir des dérogations justement avec des entraînements bien sûr et encadrés par l'État pour pouvoir justement utiliser leurs armes parce que plus on sera nombreux à pouvoir intervenir et plus vite l'intervention sera faite. Le GIGN, le RAID ne pourront jamais intervenir à l'instant précis. Ça sera le policier, ça sera la victime ou ça sera justement ces forces de sécurité qui pourront intervenir. Mais ce qui était le cas à Orly la semaine passée en France, et ce qui est le cas ce soir à Londres. Oui, on revient sur le primo-intervenant. Oui. Il faut absolument qu'il y ait suffisamment de gens capables d'intervenir très rapidement parce que les forces spécialisées ne pourront intervenir que dans un délai, à moins d'un coup de chance qu'elle soit à côté, dans un délai qui fera qu'il y aura beaucoup de morts. Et donc les primo-intervenants, donc ça va du policier municipal aux agents de sécurité, à la police nationale et à la gendarmerie, qui doivent répartis sur le territoire. Alors on parle bien sûr aussi des patrouilles sentinelles qui arrivent. Donc ces primo-intervenants sont absolument essentiels. Et je voudrais rajouter à ce réseau le citoyen. Le citoyen, alors évidemment qu'il n'a pas une arme en France, on n'est pas aux États-Unis à se promener avec des armes, mais le citoyen qui, lui, peut intervenir sur des tas d'autres domaines. On le voit bien, Ulysse Gosset parlait tout à l'heure de ce député qui est intervenu pour faire du bouche à bouche à quelqu'un qui était blessé. Les citoyens peuvent intervenir, et on l'a vu au moment du Bataclan, des actes absolument admirables, des gens qui sont intervenus tout de suite. Et le Thalys. Oui, et le Thalys. Alors le Thalys, qui est un excellent exemple d'un primo-intervenant n'étant pas armé, mais qui a eu le sang-froid et puis la connaissance un peu pour pouvoir neutraliser un attaquant. Américain. Ouais. Député Tobias Ellwood, dont le frère est mort dans les attentats de Bali en 2002. Ouais. Celui qui a porté secours à cette victime ce soir. Messieurs, je voudrais qu'on écoute un nouveau témoignage d'une maman. Sa fille est scolarisée dans ce lycée de Concarneau. Sa fille était donc parmi la trentaine d'élèves qui se trouvaient au pied de Westminster au moment où le terroriste a foncé dans la foule. Elle raconte, c'est évidemment ce que lui a relaté sa fille tout à l'heure. Écoutez. Elle était à côté de ses camarades, visiblement, qui ont été renversés par la voiture. Elle a vu la voiture passer juste à côté d'elle. Elle a vu le terroriste sortir de la voiture. Elle nous a envoyé un SMS en nous disant qu'elle l'aurait vu se faire tuer également. Mais elle est très très choquée parce qu'elle a vu, elle a eu très peur pour ses camarades. Et ce soir, on est content. Visiblement, il n'y a plus de pronostics vitaux d'engagés. Violent, oui, et choquant, c'est voir ses camarades blessés. Elle m'a parlé d'un camarade qui saignait beaucoup de la tête et c'est ça qui l'a beaucoup marqué. Elle avait peur pour ses camarades, en fait. Et ce soir, notre fille nous a téléphoné il y a un quart d'heure environ, nous disant qu'apparemment, ils seraient rapatriés demain par avion militaire et qu'ils arriveraient à l'Annecy. Oui. Psychologiquement choquée, fragile. Et puis là, ce soir, ça allait un petit peu mieux. Je pense que le fait qu'ils aient été confinés, ils ont été exfiltrés rapidement sur une péniche, d'après ce que j'ai compris, et apparemment dans un hôtel ensuite. Et dans l'hôtel, ils ont... Alors, je sais pas si c'est une cellule psychologique ou si c'est des policiers qui les interrogent, j'ai pas trop bien compris. Ils vérifiaient les identités aussi des enfants. Et je pense qu'ils attendent de rentrer à l'auberge de jeunesse là ce soir pour prendre, j'espère, l'avion demain matin. Un témoignage au micro de Pierre-Emmanuel Bessé. Ce qui est évidemment délicat, Bernard Tellier, c'est que certains de ces enfants, de ces adolescents, vont avoir une parole importante pour les enquêteurs. Il faut la recueillir. Oui, alors en tant que victime, ils sont assez traumatisés, donc leur version, on va pas pouvoir l'avoir tout de suite, mais les gens qui sont autour, oui. Et puis même la voiture va parler aussi. Il va y avoir, vous avez vu, il y a des techniciens d'intervention criminelle qui étaient là. On les voit avec leur combinaison toute blanche, leur masque, et eux, ils vont rechercher un cheveu peut-être qui n'appartient pas justement à ce terroriste et qui appartient peut-être à un de ses complices. Et puis même quand on regarde les vidéos, on voit déjà aussi que la voiture, elle est fortement endommagée dedans. Donc il a dû rentrer dans ses grilles à une très grande vitesse. S'il est rentré dans ses grilles à une grande vitesse, c'est qu'il, je pense,
voulait rentrer dans le Parlement pour continuer à faire son méfait à l'intérieur. Heureusement, ces grilles sont énormément costauds, ils n'ont pas pu rentrer. Il n'a pas pu rentrer. Ce qu'on va chercher à savoir, évidemment, effectivement, rapidement, Dominique Rizet, si cet homme agit seul, ou s'il a bénéficié d'un réseau, d'un appui, qu'il soit matériel ou autre, d'ailleurs. Mais on va chercher son matériel informatique. Est-ce qu'il a échangé avec quelqu'un avant? Est-ce qu'il a laissé un message quelque part? Est-ce qu'il a fait allégeance à quelque chose si la version de ce policier qu'on a entendu tout à l'heure devait se confirmer? C'est le patron de la lutte antiterroriste chez Scotland Yard. D'accord, donc qui parle d'un extrémiste. Donc si tout ça devait se confirmer, on va vérifier, on va essayer de savoir qui il fréquentait, qui il était. Alors bon, c'est vrai qu'il y a un nom qui avait été donné tout à l'heure, mais voilà, on a déjà des éléments et ces éléments vont être vérifiés. Les éléments pratiques, Ulysse. Alors il y a les doutes qui subsistent au sujet du moment auquel ces enfants vont rentrer en Bretagne. La maman qu'on a entendu un instant parler de demain. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le ministre des Affaires étrangères, lui qui est aux États-Unis, se rend à Londres. Oui, Jean-Marc Ayrault qui se trouvait à Washington pour la première réunion de la coalition antiterroriste contre Daesh organisée par l'administration de Donald Trump. Donc c'était une réunion importante où d'ailleurs on a rappelé la volonté commune d'éradiquer Daesh avec des déclarations du nouveau ministre des Affaires étrangères américain. Et donc au lieu de rentrer à Paris demain matin comme c'était prévu, Jean-Marc Ayrault va directement se rendre à Londres, d'abord pour exprimer sa solidarité avec la Grande-Bretagne et aussi pour être près des familles des lycéens et pour leur transmettre également toute la solidarité de la France, du président de la République et de l'ensemble du pays. Donc c'est un voyage symbolique qui nous confirme d'ailleurs que les enfants, les lycéens ne seront pas rapatriés cette nuit, mais bien pour les premiers dans la journée de demain et peut-être même un peu plus tard pour ces 3 qui sont toujours hospitalisés et dont la vie n'est plus en danger. Mais ce soir, je pense que l'information essentielle, c'est la confirmation par les autorités britanniques que l'attaquant est bien un extrémiste islamiste. Merci beaucoup, merci à tous les cas d'avoir été avec nous. Le bilan a été revu à la hausse ce soir par Scotland Yard. 4 personnes ont été tuées par ce terroriste, lui-même abattu, une quarantaine de blessés. D'autres attaques probables, ce sont les mots du patron de la lutte antiterroriste de Scotland Yard ce soir. Parmi les blessés, il y a 3 lycéens français. Leurs jours ne sont pas en danger ce soir. Dans un instant, Aurélie Casse pour un point complet sur les tout derniers éléments factuels autour de cette attaque aujourd'hui dans le cœur de Londres. Et cette image peut-être que l'on peut vous montrer de la Tour Eiffel qui à minuit tout pile s'éteindra pour rendre hommage aux victimes de cette attaque à Londres.